Donc, dans le cadre de cette recherche, on a voulu organiser cette formation. On a pris, en fait, moi j'avais déjà organisé avec certains groupes de recherche ce genre un peu d'exercice formateur autour de l'ethnographie. Donc, on a pensé en fait une formation qu'on voulait quand même assez, malgré tout, participative. Bon, la limite du contexte virtuel fait qu'on va peut-être perdre un peu de cette interactivité, mais ça va quand même être construit dans la première heure avec des présentations, enfin notre présentation plus théorique avec des définitions, des témoignages aussi. On va notamment accueillir, en fait, vont venir nous épauler Frédéric Matt, qui est prof de communication à Ottawa, et Simon Mallette-Brochu, qui est candidat au doctorat en communication organisationnelle à l'UDM et qui va faire aussi un petit témoignage sur sa propre recherche, justement parce que ça répond à certains enjeux que vous nous avez partagés, notamment sur le contexte pandémique et l'ethnographie en ligne. Donc, nous, on vous propose cette structure un peu de déroulement. Donc, je vais revenir aussi sur les enjeux que vous nous avez partagés. Revenir aussi sur l'origine, un peu les théories et définitions de l'ethnographie organisationnelle, vous donner une série d'outils pratiques. On passera ensuite à des questions, discussions, puis à la fin, on a prévu un exercice pratique. Voilà, j'ai sélectionné un extrait de vidéo qu'on va tenter ensemble, comme si on était des observateurs de cette réunion-là. Puis voilà, à partir des outils qu'on vous aura proposés, on fera cet exercice. Donc, est-ce que ce déroulement convient à tout le monde? Est-ce que vous avez... ça marche pour tout le monde, c'est bon? OK. Fait que, on va commencer. Donc, tout d'abord, voilà, on vous avait demandé en fait de nous donner quelques enjeux que éventuellement auxquels vous faisiez face en fait, chacune et chacun dans vos exercices d'ethnographie. Donc là, j'en ai mis quelques-unes. Donc, il y a tout ce qui, donc la difficulté de faire dire des choses aux participants de la recherche, la prise de notes aussi qui est beaucoup revenue, évidemment ethnographie et pandémie, l'engagement militant, les données visuelles, la diffusion de l'ethnographie, comment rendre compte aussi par écrit des données ethnographiques et aussi toute cette question de comment réaliser un rapport. Donc, ce qui est apparu, en fait, les principaux enjeux qu'on a vraiment remarqués dans ce que vous nous avez partagé, c'est vraiment cela. Donc, le contexte pandémique, évidemment, qui cause beaucoup de limites, puis qui tend des fois à ralentir ou à changer les modalités ethnographiques qu'on a l'habitude. Plusieurs enjeux autour des postures et des rôles de la chercheuse et du chercheur sur le terrain. Donc, comment se présenter, mais aussi comment agir et quel rôle prendre quand on est participant, par exemple, quand on est seulement observateur, quand on est nous-mêmes participants de l'organisation qu'on étudie. Donc, ce rôle-là qui peut être des fois ambigu puis difficile à négocier. Des enjeux relatifs à l'analyse, comment analyser finalement les données, puis des enjeux liés à l'écriture et à la diffusion. Donc, en fait, les enjeux que vous nous avez partagés, c'est des enjeux qui sont en fait propres à l'ethnographie organisationnelle de manière générale et à toute méthodologie qualitative. Et donc, on va essayer, en tout cas, je ne sais pas si on va essayer de répondre à tous ces enjeux-là, mais peut-être vous donner des pistes pour diminuer ces enjeux, enfin, en faire plutôt des moyens de réflexion, en faire et de réfléchir sur ces enjeux, comment en pallier, mais aussi comment faire avec ces enjeux-là quand on fait de la recherche ethnographique. Parce qu'en fait, finalement, on va se rendre compte que c'est des piliers fondamentaux de l'analyse, enfin de l'ethnographie organisationnelle que ces enjeux-là. Donc, pour commencer, quelques origines en fait de l'ethnographie organisationnelle. Donc, l'ethnographie organisationnelle, c'est vraiment une recherche, enfin, pardon, une méthode de recherche qualitative
qui est issue de la grande tradition anthropologique, ethnographique, qui a commencé notamment avec des grands anthropologues comme Claude Lévi-Strauss, par exemple. Mais alors que classiquement l'anthropologie et l'ethnographie se réalisaient en dehors en dehors de ce qu'on connaissait, puis dans des endroits souvent éloignés, l'ethnographie organisationnelle, sa principale caractéristique, c'est qu'elle revient à étudier en fait ce qui nous est familier et ce qui est autour de nous. Et souvent, historiquement, ça a été vraiment d'étudier le milieu de travail. Donc, les premiers à avoir un peu introduit cette méthode de recherche, c'est vraiment autour de la sociologie de la bureaucratie dans les années 1960, notamment par Crozier, pardon, qui justement a écrit un livre sur le phénomène de la bureaucratie. Et donc, il a vraiment essayé d'analyser justement tout cet univers sous les angles des phénomènes de la conscience de classe et de la participation sociale pour élaborer finalement une sociologie de l'administration. Ce qui est intéressant avec ce chercheur-là, c'est qu'il estime que les sociologues, parce que là on est plus du côté de la sociologie, doivent analyser et comprendre en fait la société dans laquelle ils vivent, vraiment en vue de contribuer aussi à certaines décisions politiques, à un certain changement. Donc il y a quand même dans cette origine liée à la sociologie de la bureaucratie l'idée que l'ethnographie doit aussi servir à comprendre, mais aussi à changer, puis éventuellement à avoir des décisions politiques. Donc, c'est dans les années après 70-80 que l'ethnographie organisationnelle va vraiment émerger comme une méthode de recherche à proprement parler, en études organisationnelles, puis en management aussi. Avec une volonté vraiment de comprendre les organisations, mais de manière vraiment l'organisation définie comme les entreprises, en fait. Et on verra qu'après, plus tard, même la définition même d'organisation va être éclatée, mais au début, en tout cas, on est vraiment aussi dans cette volonté de comprendre, en fait, l'ethnographie organisationnelle est vraiment liée à une étude, en fait, des milieux de travail. Un tournant vraiment, comment dire, clé dans ses origines va être l'anthropologie culturelle de Clifford Geertz, qui va vraiment en réaction au courant dominant de son époque, en justement déconstruisant un peu le mythe du chercheur tout-puissant, parce qu'il va vraiment tenter en fait de prendre conscience des faiblesses du chercheur pour pratiquer en fait une lecture des phénomènes sociaux. Donc là, il y a vraiment une volonté aussi de s'intéresser, en fait, de situer le chercheur avec une posture vraiment, enfin non, de considérer le chercheur de manière avec une posture d'humilité. En fait, le chercheur doit adopter une posture d'humilité dans son souci justement de rendre compte de ce qui est en train de se passer. Donc, toutes ces, puis évidemment avec une focalisation vraiment sur l'importance de la culture et de tout ce qui relève justement des processus culturels dans la société. Ensuite, aujourd'hui, donc pour sortir un peu de l'organisation qui se définit comme milieu de travail, donc de ce qui se passe à l'intérieur d'une organisation, il y a plusieurs méthodes. Alors là, ici, que j'ai appelé postmoderne, mais on peut changer les termes, puis on n'est pas obligé d'utiliser ce terme-là, mais qui vont un peu déconstruire les méthodes de recherche pour aller suivre d'autres choses en fait que les personnes en milieu de travail. Et on va y revenir un peu plus loin. Donc ça, c'était un peu pour les origines. Donc on voit bien que l'ethnographie organisationnelle, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est avant tout une méthode de recherche qualitative qui s'intéresse au milieu de travail
et qui, au fur et à mesure, on va le voir, va évoluer pour s'intéresser à d'autres formes organisationnelles. Et ça va engager aussi des enjeux pour utiliser d'autres types d'outils, comme on va le voir, les outils virtuels, etc. Par contre, il y a une définition sur laquelle on peut s'entendre, qui a été synthétisée par Rouleau en 2013 et qui définit l'ethnographie organisationnelle comme un minutieux travail de collecte de données de façon à fournir des thick descriptions de la vie en groupe pour mettre au jour des savoirs locaux structurant les liens sociaux et culturels d'un groupe, d'une entreprise ou d'une société. Donc là, il y a plusieurs mots qui sont intéressants. Donc celui qu'on voit revenir et qui est vraiment central quand on s'intéresse à l'ethnographie organisationnelle, c'est celui de thick description, dans lesquels je vais revenir après. Et aussi des termes comme des savoirs locaux. Donc ça, c'est important parce elle décide de parler de ces savoirs-là, mais il y a d'autres chercheurs ou chercheuses qui vont parler de pratiques. Donc là aussi, ce qu'on va aller chercher dans les données va dépendre aussi de ce qu'on veut aller chercher. Et là, structurant les liens sociaux donc d'un groupe, d'une entreprise ou d'une société, là, on voit à nouveau que le terme organisation s'éclate parce qu'on ne parle plus seulement du milieu de travail, mais on peut aller aussi étudier toutes sortes de groupes ou toutes sortes en fait de phénomènes sociaux. Comme je le disais, cette notion de thick descriptions est très centrale parce que c'est sur ça en fait que va se baser la plupart, qui va être un peu le socle de toute ethnographie, c'est la description dense qu'on peut appeler de ce qui est en train de se passer quand on observe en contexte d'ethnographie. Donc, je vous ai mis quelques citations justement qui va venir appuyer ça, parce que l'ethnographie organisationnelle, évidemment, ça suppose l'immersion en fait sur un lieu donné. Ce lieu, on va l'observer. Et l'idée, ça va vraiment être d'en faire une description dense. Donc, il y a beaucoup de textes qui vont reprendre justement cette idée de thick description. Donc, je vais vous épargner ma lecture trop longue des citations en anglais, mais je vous les laisse là pour vous donner des nuances aussi sur ce que c'est. Mais c'est en tout cas une expression qu'il faut garder en tête lorsqu'on observe. Puis cette idée de la première étape va être quand même de décrire en fait un lieu dans lequel on est immergé. D'autres définitions et caractéristiques, notamment qui sont issues de Van Manen, qui a écrit notamment Tales of the Field, qui est un des textes clés en fait de l'ethnographie organisationnelle. Qui définit l'ethnographie comme une pratique sociale impliquant deux mouvements connexes, l'immersion dans une communauté et la traduction de cette dernière. Donc ça, c'est très intéressant. On sort de juste l'ethnographie organisationnelle comme méthode, mais là, il a défini comme une pratique sociale. Donc ça aussi, c'est intéressant parce que ça re-questionne aussi le rôle de la chercheuse ou du chercheur quand elle ou il fait une ethnographie. Donc, comme je l'avais dit, cette importance de l'immersion et la traduction. Donc, moi, personnellement, cette notion de traduction me semble peut-être moins adaptée ou aujourd'hui un peu désuète. Est-ce qu'on parle encore comment on peut traduire en fait vraiment une culture? Est-ce que c'est une culture ou en tout cas ce qu'on voit dans un milieu? Est-ce que c'est vraiment ça l'objectif d'une ethnographie organisationnelle? Encore une fois, ça mériterait discussion. Au niveau justement de qu'est-ce que ça implique en fait de traduire, juste d'utiliser ce terme de traduction. Donc ça, c'est aussi des choses sur lesquelles on peut discuter. En tout cas, il y a aussi l'idée que l'ethnographie organisationnelle, c'est vraiment un travail de terrain, de conceptualisation et d'écriture. Donc là, encore une fois, la notion d'écriture est très importante parce que ça va être à travers cette notion-là que justement, on va pouvoir traduire, entre guillemets, ou en tout cas conceptualiser ce qu'on a vu. Il y a aussi une façon de la conceptualiser comme une forme d'art, de science et de bricolage. Donc évidemment, toute cette notion de bricolage nous vient de la tradition anthropologique, Lévi-Strauss qui a beaucoup parlé de bricolage, ou encore aussi de Certeau, Michel de Certeau qui voyait le bricolage comme une tactique aussi. Donc une forme d'art, pourquoi? Parce que c'est aussi l'art de manier plusieurs outils, de manier plusieurs
plusieurs types d'observations, plusieurs types d'écriture, etc. Évidemment aussi un processus de questionnement sur l'identité de la personne chercheuse et de la personne qui va écrire, parce qu'on va avoir dans une étape ethnographique, on va avoir plusieurs chapeaux, je dirais. Donc, on va être d'abord, voilà, dans un premier temps, observatrice, observateur, on va conceptualiser, puis après, on va devoir écrire. Donc, comment gérer aussi et comment incarner ces différentes postures. Et toute cette idée, puis surtout de étudier donc dans les organisations ou sur des processus organisationnels. Donc là, nous, on est toutes les deux avec Geneviève, puis plusieurs partagent ici notre positionnement par rapport à la communication organisationnelle, comment on la définit. Et c'est sûr qu'on a plus tendance à aller observer ce qu'on appelle des processus organisationnels ou des processus organisants qui vont finalement nous amener à observer des choses très particulières comme des éléments d'interaction, des interactions entre humains, mais aussi des interactions avec des choses autres qu'humaines, etc. Donc là encore, la manière dont vous conceptualisez et votre propre définition de ce qu'est une organisation va infléchir sur la manière dont vous allez, va infléchir le choix de votre méthodologie. J'espère que je parle pas trop vite. J'ai aucune réaction, donc c'est très bizarre. Je me suis toujours pas faite une formation virtuelle. En tout cas, mot-clé, la réflexivité, ça c'est quelque chose également qui se retrouve, qui est très important, et en tout cas moi aussi qui m'a beaucoup aidée quand je faisais de l'ethnographie, de toujours... comment on peut formuler ça? De toujours prendre un pas de recul et d'observer aussi ce qu'on est en train de faire en tant que chercheuse et chercheur. Et ça, c'est ça aussi la réflexivité, c'est toujours aussi ne pas oublier de s'observer soi-même dans cet exercice-là, parce qu'on peut souvent développer des attitudes qui ne sont pas les bonnes ou des outils qui ne correspondent pas ou de s'éloigner de ce qu'on a envie de faire, etc., etc. Donc, encore un peu de termes clés. Là, je vous donne aussi des éléments qui se retrouvent beaucoup, mais qui aident des fois à mieux comprendre ce que c'est que cette méthode-là. Donc, encore une fois, l'idée que l'ethnographie organisationnelle, c'est à la fois un travail de terrain, un travail intellectuel et un travail d'écriture. L'important aussi, c'est d'être là. Donc, ça aussi, c'est très important de qu'est-ce que ça veut dire, en fait, et c'est aussi lié à la réflexivité, mais de toujours se questionner sur notre présence à un endroit à ce moment-là. Qu'est-ce que ça implique? Puis, quels sont les enjeux reliés à cette présence-là? Et moi, ça aussi, c'est un conseil qui m'a, enfin, en tout cas, quelque chose qui m'avait beaucoup aidé au début quand je découvrais cette méthode, de faire le familier, de rendre de ce qui nous est familier étrange. Parce que c'est vrai que, voilà, Lévi-Strauss, il partait en Amazonie, donc c'est sûr que c'était plus facile, entre guillemets, de voir des choses qui nous étaient étrangères. Par contre, nous, souvent, ce qu'on va faire en ethnographie organisationnelle, c'est qu'on va étudier des milieux qui nous sont très proches, qui sont très proches de notre réalité. Et des fois, on va même s'étudier soi-même avec l'auto-ethnographie, on le verra plus tard. Donc, comment justement rendre ces milieux-là étranges? Comment faire qu'on va pouvoir aller pointer des mystères ou comment on va pouvoir créer aussi des histoires par rapport à ça, etc., etc. Puis, ça demande encore une fois de la réflexivité, puis des fois de changer en fait notre regard sur les choses qui nous entourent pour justement rendre ça un peu étranger ou, et de toujours être curieux et curieuse par rapport à ces terrains-là. Et vous allez voir, plus vous allez sûrement évoluer dans votre carrière de chercheuse ou d'étudiante chercheuse, vous allez voir que ça arrive très souvent de ne plus savoir en fait si c'est intéressant, si ça mérite d'être étudié, etc. Donc, toujours trouver des techniques et de se rappeler que oui, il faut aller chercher de l'étrange et dans ce qui nous est familier. Et encore une fois, bon, ça passe aussi par l'immersion et cette idée aussi de faire,
de traduire en fait ce qu'on voit par l'étrangeté, par exemple. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Ça va? On n'a pas perdu la moitié des personnes? Non, c'est bon. Donc plusieurs défis évidemment avec l'ethnographie contemporaine, notamment parce que ce qu'on a donc l'organizing moderne, donc le fait d'être organisé aujourd'hui peut prendre place dans un réseau très fragmenté de contextes multiples et à travers ce que Czarniawska appelle voilà, des mouvements kaléidoscopiques. Et donc, l'organisation peut arriver dans plusieurs endroits à la fois, en même temps, et les personnes qui organisent peuvent aussi bouger donc, à plusieurs endroits. Donc, comment on fait? Puis ça, John Law a écrit cet ouvrage que je trouve très intéressant justement pour montrer à quel point, pour essayer de comprendre quel bricolage ou comment faire avec la complexité de ces formes organisationnelles qui sont multiples, fragmentées, qui peuvent arriver à plein d'endroits différents en même temps. Et en attendant, comme chercheuse, chercheur, on est toute seule avec ces terrains multiples. Donc, ça pose des questions du temps, de l'espace, de la virtualité aussi aujourd'hui, des absences, parce que des choses qui sont absentes, et aussi du contexte socio-économique dans lequel on vit. Donc, comment réintégrer aussi une réflexion de la manière dont le système dans lequel on vit influence en fait ces manières de s'organiser. Donc là, ça ouvre en fait des nouvelles choses à observer à travers l'ethnographie. Là aussi, on va aborder, là pour l'instant ça reste théorique, mais on va aborder les outils plus tard. Mais c'est tout des questionnements en fait à se poser au préalable de l'ethnographie. Et donc, qui dit mode complexe dit multiplication des postures en ethnographie organisationnelle. Donc, moi, personnellement, une des pratiques qui m'a le plus parlé, c'est l'ethnographie multisite de Marcus. Alors, il ne définit pas l'ethnographie multisite comme… en fait, ce n'est pas que une ethnographie qui se déroule sur plusieurs sites physiques, c'est-à-dire avoir, par exemple, 2 plus de 1 terrain, en fait. Mais c'est vraiment l'idée d'aller aussi, quand on étudie une organisation, d'aller aussi étudier le réseau, enfin d'aller observer le réseau de choses qui composent cette organisation. Donc, c'est ça qu'il entend par multisite. C'est une nuance intéressante dans le sens où on ne peut pas réduire le multisite à avoir plusieurs terrains, mais c'est vraiment d'aller aussi se pencher sur la nébuleuse de choses qui gravitent autour de l'organisation. Et ça, c'est très intéressant, surtout quand, voilà, avec Geneviève, on s'intéresse aux pratiques de résistance, aux pratiques de pouvoir. Donc là, quand on étudie, par exemple, une organisation militante, qu'est-ce qui gravite comme type de valeur, comme positionnement idéologique, contre quoi, par exemple, ces organisations vont s'opposer, vont résister. C'est là où cette notion de multisite est intéressante pour aller voir, OK, on va aller aussi creuser dans ces éléments-là qui gravitent autour de l'organisation. Il y a aussi, d'autres, là je vous ai aussi listé d'autres formes d'ethnographie, donc l'auto-ethnographie qui consiste en l'ethnographie de soi-même. Pardon, il faut que je boive. Ensuite, on parle aussi d'ethnographie critique ou engagée. Donc là aussi, c'est le genre d'ethnographie où il y a l'engagement central de la chercheuse ou du chercheur avec avec qui il étudie. L'ethnographie visuelle qui consiste vraiment plus en l'étude de documents visuels. L'ethnographie virtuelle et la netnographie donc, qui est de plus en plus populaire. Et donc, par exemple, le shadowing, donc peut-être plusieurs d'entre vous avaient entendu parler, donc le fait de suivre une personne ou même suivre un objet.
Donc, multiplication des postures, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous en choisissiez une et que vous vous dites, moi, c'est celle-là et c'est stop. Non, ces différentes postures, en fait, peuvent s'hybrider, peuvent se mélanger. Vous pouvez dire qu'un jour, par exemple, ou pendant quelques jours de votre terrain, vous allez faire un shadowing parce que, donc, de suivre une personne à la trace, parce que ça vous semble intéressant de suivre cette personne-là. Une autre fois, vous allez pouvoir peut-être compléter avec des observations virtuelles. Donc, il n'y a pas, en fait, et c'est pour ça que moi, j'aime bien cette idée de les chemins de l'ethnographie sont multiples et c'est aux chercheuses et à la chercheur, en fait, de bricoler son propre appareillage ethnographique pour que ça corresponde, en fait, à ce qu'on veut aller chercher. Et le plus intéressant, justement, puis c'est ça que John Law montre aussi dans son ouvrage, puis d'autres auteurs, je pense notamment voilà, à plusieurs, Anne-Marie Moll notamment, de mixer en fait les méthodes, toujours en les justifiant, mais d'aller adapter aussi ce qu'on veut faire avec les différents outils qui sont à notre disposition. Donc, est-ce que j'ai encore le temps pour… oui, hein, un petit peu, ça va aller. Je vais conclure bientôt. Là, je vous ai mis aussi toute cette idée, en fait, voilà, en fait, pour faire du lien avec ce que je disais, dans le sens où d'imbriquer aussi différentes… en fait, de bricoler ses propres, de bricoler ses propres méthodes. Moi, j'aime beaucoup penser aussi en termes de rhizomatique, un peu avec cette métaphore-là. C'est-à-dire justement d'aller dans un terrain de recherche, dans notre immersion, d'aller chercher les liens, les racines et d'aller voilà, s'immerger en fait jusqu'aux racines du terrain pour finalement voir comment on peut aller suivre en fait tous ces rhizomes et tous ces liens qui sont créés dans une organisation. Puis là, je vous ai mis aussi une série quelques comment dire, d'ouvrages qui viennent éclater justement la forme ethnographique pour suivre ce qu'on disait un peu, ce que je vous présentais tout à l'heure au niveau aussi de tous les enjeux de la complexité contemporaine. Le champion de la fin du monde, notamment, elle suit en fait la vente de champignons à travers le monde. Puis aussi Anne-Marie Moll qui a beaucoup travaillé sur le corps en fait et qui fait des ethnographies, c'est toutes des études ethnographiques. Donc ça peut être des inspirations justement pour aller au-delà des formats un peu traditionnels d'ethnographie. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait tout ça encore. Donc, pour vous y retrouver, parce que voilà, il y a beaucoup d'informations, puis il y a beaucoup de pistes et de chemins qui peuvent être empruntés. Neyland, en 2008, propose dans son ouvrage 10 sensibilités. Donc, je ne vais peut-être pas forcément rentrer dans les détails de ces 10 sensibilités. En fait, on pourrait faire un cours d'une session sur l'ethnographie organisationnelle. Donc, c'est sûr qu'en 2 heures, on ne peut pas tout aborder, mais ça vous donne des pistes de réflexion puis des références. Encore une fois, ces 10 sensibilités, c'est pas… disons qu'elles ne sont pas à suivre à la lettre, mais elles permettent en fait de donner 10 étapes ou 10 choses en fait à considérer quand on fait de l'ethnographie. Donc, ce n'est pas forcément un guide pas à pas, mais c'est vraiment un ensemble d'idées, de principes, en fait, de questions, de suppositions que la chercheuse ou les chercheurs doivent prendre en compte quand ils font une ethnographie organisationnelle. Puis le tout, ce qui est très important, et même lui, il le dit dans son ouvrage, c'est que ça doit être traité de manière fluide et que ça doit toujours pouvoir être modifié et adapté. Donc, pour faute de temps, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais voilà. Donc, toute cette première partie qui visait à donner finalement un portrait un peu théorique et des définitions de ce que c'est l'ethnographie organisationnelle, puis des questions que ça pose. Et vous voyez bien qu'en fait, les enjeux que vous avez soulevés sont des enjeux inhérents en fait à l'ethnographie, puis où il n'y a pas une seule réponse. Puis les réponses à ces enjeux peuvent être multiples.
Donc, si vous avez des questions, on les posera à la fin. Donc là, je vais laisser la parole à Geneviève pour qu'elle continue avec les pratiques outils. Si tu peux, au fur et à mesure, changer les diapos pour moi, ce serait apprécié. Donc, si on tombe dans les pratiques, donc le concret, les outils, et Frédéric et Simon vont me donner un coup de main avec leur témoignage de certains aspects des outils mobilisés, puis de les pratiques. Mais déjà, pour introduire cette partie-là de la formation, j'aimerais porter attention à la photo, Sophie, si tu peux retourner, qu'on a mise sur les outils, parce que bon, on parle depuis tout à l'heure de l'immersion, le terrain, aller en profondeur. Bien, ça nécessite aussi d'avoir des outils concrets qui nous permettent d'aller capter différents aspects. Donc ici, on a une photo des outils mobilisés par Sophie sur son terrain. Puis, je voulais amener aussi l'idée qu'il faut apprendre nous-mêmes à choisir et utiliser les outils qui nous conviennent pour faire de l'ethnographie. Petite anecdote, la dernière fois que j'ai fait de l'ethnographie à Taïwan, je m'obstinais avec moi-même à essayer d'utiliser, de prendre mes notes au iPad. Puis, parce que c'était dans ma tête plus pratique pour la transcription ensuite. Mais je me suis rendu compte que j'avais besoin du papier, j'avais besoin du crayon pour prendre mes notes. Et ensuite, dans la retranscription, ça m'aidait avec l'écriture, avec l'analyse. Donc, chacun a ses outils. On voit par exemple une caméra. Il y a certaines organisations qui vont être moins à l'aise avec l'introduction de la caméra. Frédéric va peut-être nous en parler tout à l'heure. Donc, mais néanmoins, caméra, papier, crayon, photo, souvent peuvent nous aider aussi à capter certains aspects de l'organisation et de sa complexité. Donc, Sophie, si tu peux changer. Je vais revenir quand même à une sensibilité dont Sophie vous a parlé tout à l'heure pour aborder un peu plus en profondeur les types de positionnements qui, encore une fois, sont proposés par Nélan. Bon, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on essaie de tomber dans la classification, faut comprendre que c'est pas les seuls 3 types de positionnements, puis ils sont pas figés non plus, mais je trouvais que Nélan nous propose 3 positionnements qui vont bien expliquer un peu la relation du chercheur et comment ça va guider nos observations de terrain et notre façon aussi d'écrire notre terrain, donc de rédiger nos rapports, nos articles, les rédactions qui vont être issues de nos ethnographies. Donc, Nélan propose 3 types de positionnements. Dans un premier temps, il va parler de l'ethnographie plus réaliste. Et là, on est dans une logique de terrain qui est dite scientifique, que j'ai mis entre guillemets, parce que ça nous vient un peu de la logique qu'il y a un monde à observer et à capter, qu'on peut décrire et faire comprendre à l'extérieur de cette réalité-là. Donc, on va tenter de refléter une certaine réalité. Pour Nélan, on n'est pas nécessairement dans du positivisme parce qu'on n'essaie pas de faire des généralités par rapport qui vont expliquer le monde, mais on est néanmoins dans un positionnement en tant que chercheur qui fait de l'ethnographie où on va tenter de refléter une certaine réalité et d'écrire de façon à ce que les gens qui nous lisent soient en mesure de la comprendre. Ensuite, un autre positionnement va être une ethnographie narrative, où là, on va entrer en tant que chercheuse-chercheur en relation avec un participant ou une participante, une personne dans l'organisation qui va déjà être intéressé, être plus ouvert à l'ethnographie et qui va nous servir un peu de guide dans notre compréhension de l'organisation. Donc, on va, à travers ce positionnement, conter l'histoire de cette personne-là et de notre relation avec cette personne-là pour comprendre les processus organisants et tout ce qui en découle. Un bon exemple de ça, c'est l'ethnographie de White, qui a en fait étudié une gang de rue et c'est lié avec un des acteurs principaux du groupe pour vraiment comprendre comment ces gens-là s'organisaient, notamment à travers une soirée de bowling qui va nous conter en profondeur. Ensuite, on a pour Nélan aussi l'ethnographie plus réflexive. Et là, encore une fois, on a différents niveaux dans ce positionnement
ethnographique, oui, où on va retrouver, par exemple, l'auto-ethnographie, où le chercheur va étudier sa propre expérience par rapport à son terrain. Donc, comment, par exemple, une personne va s'introduire dans une communauté et va vivre. Souvent, l'auto-ethnographie nous permet de comprendre aussi nos propres réalités. Un exemple, en tant que femme dans un milieu universitaire. Donc, je pourrais mobiliser une approche auto-ethnographique pour comprendre ces processus organisationnels-là. Donc, on va mettre dans la posture réflexive l'accent sur la création de sens. Certains vont aller plus loin, comme par exemple si on pense à la vie de laboratoire de Bruno Latour et ses collègues, où on va réfléchir. Donc, on va amener une posture réflexive sur le phénomène qu'on est en train d'étudier. Donc, pour ces personnes-là, c'est la création de la science, donc comment c'est inséré dans des dynamiques sociales. Et donc, on pousse la réflexivité un peu plus loin. Donc, Néla nous invite à avoir les différents niveaux de réflexivité que l'ethnographie nous permet d'avoir. Sophie? Évidemment, et ce qu'on a parlé un peu, souvent ça va passer par l'observation. Donc, l'observation d'une organisation, de processus organisants, de groupes qui sont en train de s'organiser. Et ça peut prendre différents niveaux. Donc, on peut faire de l'observation dite non participante, où le chercheur va prendre un certain recul. Donc, va être dans l'organisation, mais pour justement observer et analyser ce qui se passe autour de lui. Tandis qu'on peut aussi aborder une posture d'observation participante, où là, encore une fois, il y a différents niveaux de participation, mais la personne qui fait la recherche va avoir un rôle dans l'organisation, donc peut être embauchée sur un terrain, par exemple, peut participer aux activités pour vraiment aller chercher à comprendre le point de vue d'une personne de l'intérieur qui le vit aussi avec les membres de l'organisation. Donc, évidemment, il y a ces défis par rapport à ces différents types d'observations. Quand on est en observation non participante, c'est plus facile de se concentrer et prendre des notes analytiques. Sophie va nous parler de la prise de notes tout à l'heure. Quand on est en train de participer, il faut développer des techniques, des façons de faire pour à la fois joindre nos deux rôles, donc prendre des notes sur ce qu'on voit, ce qu'on vit sur l'organisation et participer à ces activités. Mais néanmoins, on va chercher à observer des choses concrètes, donc les lieux, qu'est-ce qui caractérise ces lieux-là, qu'est-ce qui se passe au niveau des événements dans l'organisation, les gens, comment on interagit ensemble, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'il y a des jeux de hiérarchie, est-ce qu'il y a beaucoup de négociations entre les rôles, donc quelles sont les actions, les interactions entre les personnes qui vont se retrouver concrètement dans l'organisation. Souvent, les sentiments, les émotions vont nous permettre de nous guider dans nos observations d'une organisation. Souvent, on va voir dans une rencontre que les tensions peuvent être senties. Ça peut nous donner des indices sur ce qui est en train de se passer ici. Certains vont aussi chercher à aller voir la documentation. Donc, le concret, l'écrit, les textes de l'organisation, que ce soit en ligne, par exemple, ou des processus formels qui existent. Donc, tout ça, ce sont des exemples, ça ne se limite pas à ça, mais de choses qu'on va chercher à observer et à noter quand on fait de l'observation. Je vais laisser la parole à Frédéric parce qu'une approche en ethnographie organisationnelle qui est de plus en plus mobilisée, c'est en fait l'introduction de la vidéo donc, dans l'organisation. On va chercher à filmer ce qui se passe, que ce soit à travers du shadowing ou simplement amener la vidéo dans des rencontres, dans des événements. Puis Frédéric Matt, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, a de l'expérience dans cette négociation et dans cette façon d'aller comprendre l'organisation. Donc, je vais lui laisser la parole pour quelques minutes. Excellent. Merci Geneviève. Est-ce que vous m'entendez tout le monde? OK, good. Donc, la question technique là, donc, de la caméra, d'un point de vue chercheur, ce n'est qu'une caméra, mais quand on arrive dans une organisation, ça peut devenir un objet symbolique et des fois, quelque chose avec lequel les gens ne sont pas à l'aise. Donc, il y a tout un travail au préalable avant d'arriver et de filmer des scènes ou des gens qui est fait. Donc, on doit négocier avec des gens qui vont nous accueillir
comment procéder. Donc, ça, ce travail-là au préalable, hein, souvent qu'on ne discute pas beaucoup, bien, il demande un certain effort parce qu'on doit les convaincre souvent que la caméra elle doit être pour nous un outil intéressant, parce qu'on se demande pourquoi filmer. Bien, pourquoi filmer? Parce que ça va donner des résultats, je pense, intéressants, parce qu'on va pouvoir capter des conversations, des événements, des scènes dites naturalistes, ou donc qui fait en sorte qu'on va pouvoir les capter pendant que ça se passe et ensuite retourner vers cette caméra-là et regarder les images et le son. Donc, c'est vraiment un outil qui est super intéressant et super pratique pour le chercheur, mais d'un point de vue de l'organisation, ça peut être intrusif. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une négociation et une forme de préparation à l'organisation, aux acteurs avant d'entrer avec la caméra. Une fois que ce travail-là est fait, il y a deux aspects qui sont à prendre en compte, entre autres choses, qui sont liés à la temporalité de l'événement, puis au cadrage et au format de participation. Quand on parle de temporalité de l'événement, c'est, bon, qu'est-ce qu'on va filmer? Est-ce qu'un événement, disons, une rencontre avec des participants sur une réunion, est-ce que l'événement se débute au début de la rencontre et se termine à la fin, ou il y a d'autres conversations qu'on pourrait filmer? Est-ce que lorsqu'on est dans cette conversation-là ou cette réunion-là, on s'assure de savoir, bon, quelle sera la prochaine? Est-ce qu'on les filme sur 4 semaines à la suite? Donc, il y a tout un échafaudage, je dirais, par rapport au temps qui doit être pris en compte lorsque vient le temps de filmer. Parce que le piège, ce serait de dire, bien, évidemment, je vais filmer à peu près tout ce que je vois tout le temps. Et là, on va accumuler des heures et des heures et des heures de films, de caméras, et peut-être que ça va devenir un problème parce qu'on va aller revisiter ces images-là et on va être peut-être un peu perdu. Donc, la question de la temporalité de l'événement, si on est en mesure d'établir un certain plan, tant mieux. Et il y a d'autres fois où ça arrive et on filme et c'est très bien ainsi. Donc, c'est pas. Il y a juste un milieu à avoir entre le fait d'avoir un plan de match, si on veut, de savoir ce qu'on va filmer, et où y aller avec un certain instinct quand on voit qu'il y a des événements qui émergent et avec lesquels on peut être à l'aise de filmer. Donc, c'est le premier point, la temporalité. Le deuxième, c'est le cadrage. Bien, lorsqu'on filme, est-ce qu'on suit une personne, comme on l'a mentionné, un participant? Est-ce qu'on prend un grand angle et puis on décide d'avoir un angle large sur tout ce qui se passe? Est-ce qu'on fixe notre regard sur les participants, sur des objets même? Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur le cadrage par rapport à une fois qu'on est en train de filmer. Donc, l'aspect temporalité et cadrage vont de pair. Hein? Donc, une fois qu'on a décidé d'avoir un temps pour filmer, mais ensuite, on est là, puis on fait un choix, si possible. Il y a des fois où on n'a pas vraiment le choix parce que l'aspect technique nous force à avoir un angle, à avoir un cadrage, et on y va de cette façon-là. Donc, sur papier, ça a l'air très beau, mais c'est simplement d'être réflexif une fois qu'on est sur le terrain. Un dernier point par rapport à cette diapo, les enjeux techniques à prendre en compte, caméra mobile ou non, fixe, espace fermé ou non, ça c'est toujours à déterminer au préalable si possible, mais la réalité fait en sorte que c'est souvent une fois qu'on est sur place qu'on est en mesure de le prendre en compte. Et pour la deuxième diapo, donc je ne sais pas c'est qui est responsable de la vidéo. Alors voilà, donc c'est un exemple concret. Donc moi j'ai suivi comme dans l'idée de shadowing avec ma caméra, une organisation qui s'appelle Médecins sans frontières. Et souvent, lorsqu'on arrive avec la caméra, même si ça a été négocié au préalable avec les gestionnaires, les gens qui sont sur le terrain dans des rencontres, qui ne sont soit pas au courant, ils n'en ont pas entendu parler ou ils n'ont pas aucune idée de ce qu'on veut faire avec ça. Et il y a tout un jeu possible avec la caméra qui fait en sorte qu'on est en mesure de briser la glace. Et donc, je raconte dans la diapo là, donc une situation où j'avais ma caméra, où j'étais prêt à filmer, où j'étais déjà intégré aux équipes. Et donc, il y a une personne qui était curieuse de ce que je faisais avec ça et qui m'a proposé d'utiliser la caméra et de filmer à ma place et moi-même de me poser quelques questions. Donc là, je n'ai pas la vidéo avec moi, mais je l'ai dans mon ordinateur. J'aurais pu la présenter, là, mais je n'avais pas envie de me revoir là, quelques années plus tôt dans cette scène, mais c'était quand même plutôt sympathique et les gens ont pris ça comme un élément un peu déclencheur pour comme j'ai dit, briser la glace et de se familiariser avec la caméra. Donc, la personne a filmé, donc, qui était de l'organisation, une bonne partie de la rencontre, et ça a permis d'intégrer, de faire en sorte de naturaliser, si on veut, la caméra et de dire, ben, finalement, c'est un jeu, c'est pas très grave,
on peut se laisser filmer. Même une de nos collègues a décidé de participer à cette recherche-là. Donc, il faut vraiment essayer de démystifier, d'amener la caméra d'un point de vue sympathique, si on veut, parce que si nous, c'est un aspect technique, souvent, du point de vue des acteurs de l'organisation, c'est un aspect symbolique et intrusif. Et c'est à nous, c'est le travail du chercheur de faire en sorte que ça se passe bien et tranquillement d'introduire cette caméra vidéo qui, pour nous, est quand même essentielle, mais pour les gens de l'organisation, souvent, devient un élément, disons, perturbateur. Voilà. Oui, donc je vais reprendre la parole. Merci beaucoup, Frédéric. Pour cette… ok, je me reconcentre. Là, je vais donc continuer en fait ce volet pratique avec la prise de notes. Donc là, bon, ça peut paraître un peu, c'est ça, rapide, puis il y a beaucoup d'informations, mais n'hésitez pas à noter vos questions, puis on peut revenir sur certains points plus tard dans la discussion. Parce qu'évidemment, qui dit observation, qui dit on filme, dit aussi on prend quand même des notes. Parce que la caméra, en tout cas, dans nos expériences, je pense, on les partage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se fier juste aux vidéos, puis juste s'en tenir à ça. La prise de notes est aussi très, très importante et très cruciale, parce qu'évidemment, rien ne vaut… aussi la façon dont on a perçu en fait l'événement puisqu'on a observé. Donc certes, la vidéo va nous permettre de garder une trace de tout ça, mais les notes en fait qu'on va prendre en même temps que la vidéo va filmer ou que la prise de photo va être également très importante. Donc dans la littérature, il y a plusieurs manières de prendre des notes. Puis ça, c'est revenu aussi dans vos enjeux. Donc comment faire en fait à prendre des notes. Donc il y a différentes manières. Puis il y a, disons, trois grands types en fait de notes qui ressortent de la littérature: les notes pragmatiques et stratégiques, les notes descriptives et les notes plus théoriques ou analytiques. Donc, comme leur nom l'indique, dans les notes pragmatiques et stratégiques, qui sont en fait finalement des notes plus factuelles, on va inscrire par exemple le nom des personnes, la date et l'heure de ce qui est en train de se passer. On peut considérer ces notes-là finalement comme une sorte d'agenda de terrain. Puis ces notes-là vont permettre en fait aux chercheurs de retracer chaque étape du terrain et de vraiment se remettre en contexte. Parce que par exemple, mettons, il peut y avoir, voilà, Fred parlait de la caméra, mais il peut y avoir des personnes, on ne se souvient plus en fait qui c'est, on voit beaucoup de monde dans les organisations, donc mettons, on ne se rappelle pas, ça va nous permettre de dire, ok, bah, à ce moment-là, il y avait telle et telle personne, donc ça peut être une manière de retrouver aussi certaines informations vraiment factuelles qu'on observait. En parallèle, parce que ce type de notes-là, évidemment, sont complémentaires, il y aurait des notes plus descriptives, donc qui rendront compte vraiment des situations observées. Donc, on va décrire, par exemple, les sujets, c'est-à-dire les personnes qui sont présentes, mais aussi la nature des interactions, les événements qui se déroulent, l'aspect physique des lieux. Donc, on va pouvoir mettre sur… par exemple, voilà, nous sommes dans une pièce, je ne sais pas, il fait froid parce que le chauffage n'est pas assez, pas assez haut, la lumière est tamisée, ou il y a des néons, ça fait mal à la tête. Bref, des notes descriptives qui viennent aussi venir en fait décrire vraiment de manière, et là on retourne à notre description dense, les thick descriptions dont on parlait tout à l'heure, vraiment des détails qui peuvent nous paraître anodins et qui finalement, en relisant tout ça, vont montrer que ça va avoir un sens en fait, ou que ça va jouer un rôle dans ce qu'on va observer. Et c'est là où aussi je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur rendre le familier étrange. Voilà, s'il y a un pot de fleurs au milieu de la table, on peut l'écrire. La table est ornée d'un pot de fleurs, les fleurs sont fanées. Des fois, c'est très… Parce que tout ça, peut-être qu'à un moment donné, dans l'interaction, ce pot de fleurs va être invoqué. Bref, il y a donc des fois des choses qui nous paraissent anodines, ne pas hésiter de les marquer en fait dans ces notes descriptives-là. Et ensuite, on va avoir les notes plus théoriques qui invite vraiment à esquisser déjà une interprétation de ce qui est en train de se passer, donc au moment d'observer. Donc ça peut être par exemple dans la marge en disant ok, là on voit par exemple typiquement avec Geneviève on avait
pré-rencontre l'autre jour avec le terrain de recherche à Sherbrooke, puis on sentait déjà qu'il y avait certaines manières de définir la résistance, de définir les pratiques de résistance. Donc là, on peut le noter dans la marge pour commencer et entamer un processus d'interprétation. Évidemment, quand on est, mettons, à l'observation de la 3e rencontre ou l'observation, je ne sais pas, d'un premier événement, ça va être vraiment très, très préliminaire, mais c'est déjà des idées pour tirer le fil, encore une fois, d'une idée, par exemple, en disant, OK, bah ça commence à être important, donc ça va permettre aussi à la chercheuse, au chercheur d'être plus attentif au fil du terrain de ça. Donc, c'est vraiment pour esquisser, en fait, les interprétations en cours de route, puis on va, à la fin, dans l'analyse, on va voir est-ce que ça s'est avéré vraiment très important, parce que sinon, on va se rendre compte au début, ça nous paraissait important, puis en fait, à la 10e observation, non, on l'a complètement évacué, donc ce n'est plus si important. Donc, ces types de notes, c'est important d'en faire la distinction pour voir aussi quel statut ça va avoir ensuite dans votre analyse et dans votre interprétation des données. Il peut y avoir aussi d'autres types de notes, des notes critiques, engagées, par exemple, des notes qui vont être plus portées aussi à remettre en question ce que vous êtes en train de voir, ou alors des notes aussi plus poétiques ou des notes plus personnelles. Pour prendre un exemple, moi, dans ma thèse, par exemple, j'ai mis des extraits en fait de mon journal, pas intime, mais bon, un peu, oui, de mon journal que j'écris de manière personnelle, parce que c'était lié à ce que je vivais dans mon terrain de recherche. Mais là, ça sortait complètement de ces notes pragmatiques, descriptives ou théoriques. Il n'y avait aucune de cette nature-là, mais c'était un autre type de note, mais qui s'est avéré important dans ma réflexion. Donc, tout ça, en fait, vient informer tout ce qui peut être fait dans l'observation. Et tous ces éléments-là, tous ces types de notes, en fait, vont être rapportés dans le journal de bord. Donc ça, c'est un outil indispensable si vous faites de l'ethnographie organisationnelle, de tenir en fait un journal de bord. Ça peut être du format que vous voulez, numérique, des dessins, vraiment un journal papier. Mais on peut l'appeler aussi son carnet de voyage parce que c'est aussi quelque chose qui est très important pour retracer en fait ce qu'on écrit à l'intérieur. Puis là, en fait, je pense que je vais repasser la parole à Geneviève, si ça veut bien, pour parler après plus tard des types de récits qui peuvent se retrouver dans le journal de bord. Donc, je ne sais pas si tu veux parler des récits avant l'entrevue, mais je te laisse continuer. On peut aborder en fait déjà l'entrevue qui est aussi une méthode qu'on va mobiliser qui va venir agir comme complément en fait à la prise de notes, à l'observation. Sophie, si tu veux changer la diapo, on est encore dans la prise de notes. Excellent. Donc, pourquoi faire des entrevues? Parce que ça va nous permettre de comprendre le sens des participants. Donc, comment les gens attribuent du sens à ce qu'ils, elles, sont en train de vivre, à leur organisation, à leur pratique, à leur façon de faire. Ça va nous aider aussi à voir, en fait, comment les participants à notre étude ethnographique vont construire des discours autour d'enjeux qui leur sont importants. Donc, ça peut nous permettre de produire des informations riches. Il faut seulement être conscient quand on mobilise cette méthode-là qu'une entrevue a aussi ses limites dans le sens où c'est de la création de sens. Ça va impliquer aussi que la relation avec le chercheur, donc le chercheur est directement en train de poser des questions aux membres de l'organisation. Donc, des fois, les gens vont pas oser dire certaines choses ou vont vouloir paraître d'une certaine manière. Donc, l'entrevue a ses limites, mais peut nous permettre d'aller comprendre le sens qui est attribué et les discours des gens. Donc, on vous a mis un exemple de grille d'entrevue. Et là, c'est vraiment dans la stratégie ethnographique, c'est vraiment à nous de voir comment on va mobiliser cette méthode-là. Parfois, ça peut être suffisant d'aller faire des entrevues quelquefois
dans le terrain sans prédéfinir la façon de faire. Il y a différents types d'entrevues aussi. Ça peut être une entrevue dirigée, une entrevue semi-dirigée et des entrevues dites informelles ou des conversations de terrain qui vont finir par être utiles pour comprendre l'objet qu'on vise à étudier. Et là, dans la stratégie qu'on va mobiliser, bien, ça se peut qu'on décide, par exemple, dans le terrain que je viens de commencer à Sherbrooke, on a décidé de faire des entrevues semi-dirigées, donc de façon quand même relativement formelle, à toutes les 4 à 6 semaines avec chaque personne qui participe au projet afin de, on l'espère, parce qu'on commence tout juste le terrain, mais afin de comprendre comment le sens qu'ils vont attribuer à la résistance et à ce qu'elles sont en train de faire va changer, puis comprendre aussi les enjeux auxquels ces femmes-là, parce que ce sont des femmes, vivent dans leur quotidien. Donc, c'est vraiment aux chercheurs, à la chercheuse de voir comment on mobilise l'entrevue, mais qui est néanmoins aussi avec l'observation, avec la prise de notes, avec le journal, une méthode qui est très pertinente pour avoir vraiment un portrait complet de notre organisation. Sophie? Maintenant, rapidement, avant de passer la parole à Simon, qui va nous parler d'un des enjeux que vous avez mentionné avant la formation, si on parle d'écriture ethnographique, parce que faire de l'ethnographie, c'est pas juste aller sur le terrain, faire une immersion complète dans une organisation ou dans une compréhension de processus organisant, c'est aussi d'écrire sur ce terrain-là. Et ça prend une place qui est quand même assez importante dans ce type de recherche-là. Donc, déjà, si on pense à quel moment on commence l'écriture, nos réflexes peuvent parfois être de faire le terrain et ensuite rédiger des récits qui vont traduire ou qui vont être une forme de représentation de ce terrain-là. Des gens comme John Van Manen vont nous dire qu'en fait, l'écriture ethnographique commence pendant le terrain aussi. Donc, plusieurs vont conseiller de faire des allers-retours entre nos notes, la rédaction de récits, les observations, les entrevues, parce que ça va nous permettre de commencer notre processus analytique et de commencer à comprendre notre terrain. Est-ce qu'on va utiliser tous les récits qu'on écrit? Pas nécessairement, mais ça fait partie d'aller-retour de terrain-écriture qui doivent être considérés quand on pense à l'écriture ethnographique. Donc, Van Manen nous propose 3 grands types de récits et un peu comme je le disais tout à l'heure, il y a différentes façons de classer les types de récits ethnographiques qu'on va retrouver dans la littérature académique. En voici une, il y en a plusieurs, mais je trouvais que Van Manen propose 3 types de récits qui ne sont pas nécessairement figés, mais qui vont nous permettre de voir comment on peut jouer avec l'écriture tout au long de la rédaction de notre terrain. Donc, on nous propose des récits réalistes, par exemple, qui vont c'est un peu la façon la plus traditionnelle qu'on va retrouver dans les ethnographies qu'on connaît de chercheurs, où on va chercher à décrire de façon réaliste ce qu'on voit. Donc, on vise dans un récit de type réaliste à faire une description de notre terrain, de ce qu'on voit et de ce qu'on a observé à travers notre étude. Tandis que les récits de confession, là, on va davantage retrouver une certaine réflexivité de la part du chercheur où on va voir, par exemple, une façon de faire va être de se mettre en scène dans notre écriture et de démontrer comment notre participation aux activités ou notre insertion dans le terrain fait aussi partie de la recherche et comment on attribue du sens. Donc, ce type de récit-là va parfois, en fait souvent, être mélangé à des récits plus réalistes et on va jouer avec la confession et la description un peu plus distanciée de notre terrain. Tandis qu'on va retrouver aussi dans différents types d'ethnographie des récits dits impressionnistes,
où là, on va vraiment mobiliser des formes d'art comme des poèmes, par exemple, des photos, des fois des dessins ou de la peinture qui vont servir à faire comprendre et illustrer le terrain ou la réalité qu'on cherche à comprendre. Un bon exemple de ce type de récit est le texte de Boris Broumans. En fait, je vous invite à aller voir l'article, donc Death by Document, où il va, à travers un poème, retracer la capacité d'action, l'agentivité de la déclaration d'euthanasie de son père. Donc, on est aux Pays-Bas il y a quelques années, et il utilise le poème pour nous faire comprendre que ce texte-là fait des choses et va, à travers son poème, nous faire comprendre cette réalité-là. Donc, différents types de récits, je suis passée rapidement, on pourrait y revenir par manque de temps, mais l'écriture ethnographique nous permet d'aller mettre de l'avant différentes formes d'écriture pour vraiment traduire ou comprendre notre terrain de recherche. Donc, je vais laisser la parole à un autre témoignage, donc Simon Maillet-Brochu, qui est étudiant, candidat au doctorat à l'Université de Montréal et qui va venir nous parler de l'ethnographie en ligne et des limites, en fait, qui ont été de la COVID sur certains terrains. Donc, Simon, je te laisse la parole. Merci Geneviève, merci Sophie pour la présentation. J'aurais besoin de partager mon écran si possible. J'imagine que j'ai déjà l'autorisation pour le faire. Je vais essayer. Ça semble fonctionner, donc j'y vais sans plus tarder. Je vais juste partager ça ici. Donc, vous voyez bien la présentation? C'est bon? Je vois pas. Oui, OK. Donc, aujourd'hui, je suis ici pour vous parler assez rapidement d'un terrain qui est en cours et j'ai évidemment axé ma présentation plus sur les défis et opportunités là, que la pandémie nous a offert ou obligés. Donc, je vais vous parler donc, du projet que je suis en train de faire. C'est à la fois un projet de recherche subventionnée là, que je réalise avec des collègues de l'Université de Montréal et de l'UQAM. Je pense que Mathieu Ballé et Jacinthe Dupuis sont là, ils en font partie. Mais il y a aussi François Corren, Boris Broumans et à l'UQAM, on a Olivier Germain et Evans Mensa. Donc, c'est un projet qui nous invite à, en fait, chaque doctorant qui sommes sur le projet, on doit suivre le parcours d'un entrepreneur. Et je fais aussi ce terrain-là dans le cadre de ma propre thèse avec une question de recherche qui est propre que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, ce qui est arrivé, juste la petite histoire courte, donc le projet a été développé et approuvé juste avant, en fait, la pandémie. Donc, à l'origine, on devait tous et toutes suivre des entrepreneurs québécois pour justement vraiment les suivre en shadowing sur place dans leurs activités quotidiennes. La pandémie a été déclarée et là, ça nous a en fait forcé, mais aussi donné l'idée de peut-être étendre un peu notre façon de concevoir la façon dont on pourrait suivre des entrepreneurs si on ne pouvait donc plus les suivre vraiment physiquement sur place. Donc, à ce moment-là, on a un peu ouvert nos horizons et ayant moi-même été en Islande et ayant été donc abonné à des pages Facebook et autres réseaux sociaux de différents organismes islandais, je suis tombé un peu par hasard un jour sur une nouvelle entreprise qui avait ouvert donc ses portes dans le sud de l'Islande, dans le village de Vik, qui est en fait un café-bus donc qui s'appelle School Beans, qui est une entreprise qui a été fondée par une entrepreneure anglaise qui s'est installée dans ce village-là et qui a retapé un autobus scolaire pour le transformer en café. Elle a fait ça en plein au tout début de la pandémie, donc c'est venu avec certains défis évidemment pour elle. Mais pour nous, en fait, quand je l'ai proposé au reste de l'équipe, c'était une opportunité d'avoir un entrepreneur qui était au début de son parcours, donc de pouvoir vraiment suivre l'évolution de son projet. Et aussi, j'avais remarqué justement, vu sa présence sur les réseaux sociaux, qu'elle était très transparente et qu'elle parlait très volontairement de ses défis, tant au niveau de par exemple, la rénovation du bus que l'obtention de permis, etc. Donc, j'ai pu la contacter et je vais vous expliquer un peu comment ça s'est produit aussi à la fin, qu'est-ce que ça a amené comme défi, mais comment elle a donc accepté de faire partie de cette aventure-là. Donc, la question de recherche en ce moment qui anime mon propre terrain, mais aussi qui est en lien avec le projet de recherche sur lequel on est plusieurs à travailler, c'est de comprendre comment les activités entrepreneuriales médiées par les technologies de l'information et de la communication, donc les fameuses TIC, constituent-elles des formes de collectivité sociale avec un certain degré d'organisationnalité. Donc, on s'inscrit évidemment dans les perspectives de la communication organisante.
et on cherche à comprendre justement, en fait, moi, plus personnellement, j'essaie de voir justement, vu qu'on a été forcé de se tourner dans un environnement essentiellement numérique, comment ces outils-là que l'entrepreneur elle-même doit utiliser, a dû utiliser davantage depuis le début de la pandémie, constituent en fait son projet entrepreneurial. Donc ici, c'est quelques images pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous avez ici à droite Holly qui est devant son autobus. Ça, c'est l'intérieur, donc la façon dont ça a été retapé. Elle a eu peu de jours jusqu'à maintenant où les gens ont pu vraiment s'installer sur place là, avec toutes les limitations en raison de la pandémie. Mais elle a quand même pu rester ouverte et offrir le café à travers les fenêtres de l'autobus. Et elle est située dans un village pittoresque là, en Islande où il y a une grande communauté d'entrepreneurs qui se sont installés. Et ça a été un des aspects que j'ai pu observer, dont je vais vous parler rapidement. Si jamais je dépasse le temps, Geneviève ou Sophie, n'hésitez pas à m'arrêter. Je pourrais en parler évidemment pendant des heures, mais je vais essayer de faire court. Donc, comment j'ai pu observer et réaliser un terrain à distance depuis donc, juin 2020. Donc, ça va faire déjà plus qu'un an et demi. En fait, c'est ça. Donc, je me suis tourné vers tout ce qui était évidemment les publications et ses stories sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'elle produit au nom avec les pages et les comptes sur notamment Instagram et Facebook de son entreprise, mais aussi en suivant ses publications à elle plus personnelles où elle va parler davantage un peu de son expérience d'entrepreneur. J'ai eu aussi accès à des chat rooms, donc ça encore une fois, on va en parler tantôt, c'est le défi de pouvoir créer une assez bonne relation pour avoir accès à des canaux de communication assez privés. Donc il y a aussi un enjeu éthique là-dedans évidemment. Donc ça c'est notamment des chat rooms, donc des groupes notamment dans Messenger qu'elle a créé pour communiquer avec ses employés, avec d'autres entrepreneurs. Donc moi, elle a demandé aux autres personnes dans ces chat rooms-là la permission de m'ajouter un peu comme observateur en leur disant que j'étais au doctorat, que je faisais une recherche sans trop donner de détails. Et avec leur accord, j'ai donc pu suivre certains échanges dont je vais vous présenter aujourd'hui, donc depuis près d'un an et demi. Réunion virtuelle, donc il y a eu plusieurs réunions entre les entrepreneurs de la région durant la pandémie pour essayer de collaborer ensemble. Donc ça a été extrêmement riche en termes de données, évidemment, parce que la collaboration dans l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. L'entrepreneuriat, c'est souvent vu comme un travail très individuel. Donc là, on a eu accès à des données très intéressantes à ce niveau-là. Parallèlement, j'ai réalisé aussi de façon mensuelle, voire 2 fois par mois, des entretiens Zoom semi-dirigés avec Holly. Donc là, c'était vraiment surtout l'occasion pour moi de revenir et de contextualiser ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Donc, je n'avais pas une grille d'entretien prédéfinie vraiment pour chaque fois. C'était sûr que je posais des questions un peu du genre où en est rendu le projet, quel défi as-tu vécu? Mais après ça, c'était vraiment elle qui arrivait avec un peu ce qui s'était passé durant les dernières semaines. J'ai pu aussi observer des documents imprimés qu'elle m'a partagés, donc des affiches notamment qui étaient affichées dans l'autobus, des dépliants qu'elle a fait avec des autres entrepreneurs et aussi des émissions de podcasts. Donc son projet, comme vous pouvez l'imaginer, avec un café dans un autobus scolaire en Islande, ça a attiré beaucoup l'attention sur les réseaux sociaux. Donc elle a fait des podcasts avec des gens aux États-Unis, au Danemark, etc. pour parler de son projet. Donc ça aussi, j'ai pu avoir accès à ça pour voir comment elle parlait du projet. Donc, juste pour vous montrer un peu la ligne du temps, donc en juin 2020, où j'ai commencé l'observation, elle était toujours en mode préparation. Donc, elle avait investi beaucoup d'argent dans la transformation de l'autobus. Et à partir d'août, donc ici, c'était vraiment sa journée d'ouverture, donc l'épuisement, évidemment, qui venait à la fin. Donc, vous pouvez déjà voir un peu sa façon très humaine et transparente de parler de son expérience juste avec cette publication-là. En octobre, vous voyez, ça, c'est une rencontre Zoom qui a eu lieu entre les personnes que vous voyez ici, c'est des entrepreneurs de la région qui devaient proposer un projet collaboratif à un organisme qui, en fait, régit des projets et qui encourage des projets collaboratifs pour parler du terroir islandais. Donc, ils se sont réunis pour parler de ça. Et ça, c'est une de leurs initiatives, justement, qui ont fait suite à ce projet-là, donc de créer ensemble un dépliant pour créer une espèce de route gourmande pour encourager les touristes, là, c'est sûr qu'il y en avait moins, mais aussi les Islandais à fréquenter l'ensemble des commerces de la région de Vik et non seulement un de ces commerces-là. Donc, c'était vraiment de créer des liens entre les entrepreneurs. Décembre 2020, ça c'est juste pour vous montrer aussi un exemple de type de données que j'ai pu avoir. Donc, je vous parlais tantôt des groupes de chat que j'ai pu observer. Donc, ça, c'est un échange qu'elle a eu avec une des entrepreneurs. Donc, c'est un échange particulièrement tendu. Je n'irai pas dans les détails, mais c'est... Oups, je reviens. C'est en fait un moment où Holly, qui possède donc le café dans l'autobus, a appris qu'une entrepreneur songeait elle aussi à se mettre à faire de la micro-torréfaction. Et là, elles ont eu un échange justement pour recadrer un peu et pour que Holly défende son projet et l'unicité de celui-ci, pour
pour expliquer à l'autre entrepreneur qui, elle, était plus une restauratrice à la base, qu'en fait, ben là, ça viendrait jouer dans sa cour, puis en fait, ça serait un peu de la cannibalisation. Donc, ça a été le genre, évidemment, de données très intéressantes que j'ai pu analyser. Il y a aussi, on parlait tantôt d'événements particuliers qu'on peut regarder sur le terrain, et ce qui est ce sur quoi je suis en train de travailler depuis peu, c'est le cas notamment du chat de Holly. Donc, Jeffrey, qui a pris une figure et une place très, très, très importante dans le projet entrepreneurial de Holly, spécifiquement sur les réseaux sociaux. Donc, petit à petit, ce chat-là est devenu un peu une figure emblématique, une mascotte pour l'entreprise, parce que sur place, les gens voulaient tous essayer de le flatter parce qu'il restait dans l'autobus. Mais c'est un chat relativement sauvage, donc c'est pourquoi Holly, à un certain point, a développé le stamp, l'étampe « Have been ignored by Jeffrey », que les touristes pouvaient étamper dans leurs documents de voyage et autres. Donc, c'est juste pour dire que petit à petit, c'est ça que j'ai remarqué. Et elle-même, dans nos entretiens, en parlait que le chat est en train de devenir une figure très, très, très importante. Comme elle le dit ici, elle dit finalement, ça ne devrait pas s'appeler School Beans, ça devrait être School Beans and Jeffrey, le nom de mon entreprise. Et petit à petit, ben là, vraiment, on voit là, que sur les réseaux sociaux, ça a pris une personnalité, littéralement. Donc, elle a créé une page Facebook pour le chat en question. Et le chat, ici, sur son compte, servait même à faire des annonces pour aller recruter des employés, du genre « Venez être mon esclave ». Donc, c'était la voix de Jeffrey qui parlait. Donc, au niveau, évidemment, de la ventriloquie et tout ça, des approches SEO, c'est très intéressant de voir que ce autre qu'humain, ce non-humain, a finalement un rôle très important dans le projet entrepreneurial de Holly. Tout ça pour, là, j'en arrive un peu à un résumé. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps. Donc, observer un milieu de travail en 2022, en pleine pandémie mondiale, oui, c'est très complexe parce qu'évidemment, les entreprises et les organisations se sont un peu, évidemment, beaucoup dirigées vers les réseaux sociaux d'entreprises, les plateformes de travail collaboratives. Donc, nous, en tant que chercheurs, ça complexifie un peu tous les canaux de communication qu'on doit surveiller, mais je pense que c'est surtout une invitation à innover, notamment dans les perspectives CCO qui sont encore une fois très axées sur le discours en personne. Donc, je pense que de se tourner vers cet environnement numérique-là, c'est non seulement une opportunité, je pense que c'est essentiel, sachant ce qu'on a vécu et ce qui va probablement s'en venir. Ça pose beaucoup de questions, justement, entre le lien qui existe entre le chercheur et les participants de la recherche. Donc, entre Holly et moi, j'ai été, comme je vous l'ai dit, très chanceux parce que j'ai rapidement pu réaliser qu'elle était très transparente. Donc, elle voulait volontairement me partager ses documents, me mettre dans ses canaux de communication. Mais évidemment, ça pose des questions par rapport à la posture du chercheur. Par exemple, une des questions que je me suis posée rapidement, c'est est-ce que moi, avec mon compte Instagram, mon compte Facebook, je vais liker ses publications? Ça a l'air niaiseux comme question, mais quand même de se dire, bon, ben là, si je like certaines publications, peut-être qu'elle va penser que je veux l'encourager à parler davantage de ça. Puis c'est pas ce que je voulais finalement. Donc, j'ai pris la décision, moi, de ne pas liker ou commenter ces publications. Donc, encore une fois, c'est des petites décisions, mais qui, je pense, peuvent avoir un impact assez grand sur la façon dont on conçoit notre relation chercheur et participant. Le sentiment, tantôt, c'est ça, j'ai mis à jour mon PowerPoint en temps réel pendant que Sophie et Geneviève parlaient. Donc, tantôt, on parlait vraiment du sentiment, l'immersion. Je pense que c'est ça qui est le plus difficile, évidemment, quand on est à distance. C'est un défi quotidien. Moi, de mon côté, c'est sûr que des fois, j'ai l'impression d'être très loin, littéralement, physiquement, mais aussi de perdre quelques journées, de semaines de ce qui est en train de se passer lorsque je ne peux pas parler nécessairement à Holly parce qu'elle est trop occupée. Mais c'est pour ça que c'est important et c'est un avantage que nous offrent les réseaux sociaux. Si on a des organisations et des entrepreneurs, notamment, qui utilisent beaucoup ces plateformes-là, on est quand même capable au quotidien. Moi, chaque jour, toutes les stories, toutes les publications, je fais des captures d'écran. Ensuite, je vais parler un peu tantôt comment je les classe. Mais ça me permet en temps réel au moins de pouvoir suivre ce qui est publié à propos de l'organisation pour pouvoir, encore une fois, recontextualiser le tout en entretien Zoom pour le moment avec Holly. On parlait de la prise de notes. Donc, de mon côté, c'est beaucoup des résumés d'entretien. Donc, dès que je parle avec Holly, j'enregistre le Zoom pour éventuellement faire une transcription. Mais tout de suite, même des fois pendant l'entretien ou tout de suite après, je me fais des bullet points dans un document Word pour résumer les grands éléments qu'elle a mentionnés. Tantôt, Sophie parlait de l'importance des notes factuelles. Donc, Holly va mentionner des noms, où il y a des noms que je vais voir circuler dans certaines publications. Je ne sais pas c'est qui parce que je ne suis pas sur place. Donc, au moins, je peux tout de suite retranscrire pour ensuite, dans le prochain entretien, recontextualiser si cette personne-là, finalement, je me rends compte qu'elle ne l'avait pas mentionné plus tôt.
Les notes descriptives aussi, donc de justement commencer à repérer et décrire les situations. Donc, par exemple, la situation avec le chat. Donc, Holly en parle elle-même, donc de pouvoir un peu étoffer ça par rapport à mes propres observations sur les publications. Il y a aussi un gros travail, je pense que quand on travaille sur une ethnographie numérique, digitale, c'est le classement des publications, le classement de nos données. C'est un gros travail, c'est un peu ce dans quoi je suis. J'ai des grosses discussions avec mon directeur qui est Boris Broumans. Donc, évidemment, comme je vous dis, à chaque jour, ou presque, je veux dire, j'ai des stories et des publications de School Beans, de l'entreprise. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de captures d'écran dans mon téléphone. Ce que je fais, premièrement, évidemment, c'est que j'ai mon dossier là, dans mes photos où je classe tout ce qui est publication, surtout les stories, parce que les publications, bon, on peut aller les retrouver facilement sur le compte Instagram. Les stories, des fois, vous le savez, là, ça part en 24 heures, donc c'est pour ça qu'il faut être capable de les capter. En ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est de les classer. Donc, il y a quand même un travail d'analyse et d'interprétation qui est important parce que c'est sûr que ça a une incidence sur la façon dont on va analyser les données. Donc, par exemple, j'ai fait un dossier pour tout ce qui est les publications à propos du chat, toutes les stories à propos du chat, que ce soit des stories faites par Holly ou par des clients. Donc, ça va me permettre justement d'analyser cet événement-là ou cette situation-là en particulier. J'ai aussi d'autres stories qui sont plus, par exemple, à propos des produits et services de School Beans qui sont mis de l'avant. Et j'ai aussi des stories qui sont vraiment le propre des clients qui sont venus dans l'entreprise et qui ont gardé des objets souvenirs, que ce soit, comme je vous dis, là, les étampes du chat, la tasse à café brandée à l'image de School Beans et qui, là, vont faire des photos un peu partout dans le monde, donc qui font rayonner l'entreprise. Donc, ça, c'est un peu ce avec quoi je travaille en ce moment. Simon, il faudrait idéalement conclure dans pas trop longtemps. Il me reste 2 points, 1 point et demi. Okay. Les pistes à explorer, j'y vais très rapidement, mais très rapidement, c'est justement une piste sur laquelle je suis en train de travailler avec Boris. Donc, le petit dessin que vous voyez, c'est Boris Broumans et Camille Vézy ont proposé une nouvelle méthode d'analyse en fait de terrain, de demander aux entrepreneurs de tracer leur quotidien, donc aux organisations de tracer littéralement le parcours des membres de leur organisation. Donc, ça peut être une façon aussi, quand on est à distance, de demander aux gens de tracer leur quotidien pour justement avoir une nouvelle forme de représentation de l'organisation. Et finalement, la grande question, quelle est la complémentarité avec les observations en présentiel? Je pense il faut se le demander, surtout en ce moment en temps de pandémie. C'est sûr que là, moi, j'ai enfin l'opportunité d'y aller en juin prochain, mais est-ce que je pourrais finalement quand même faire une thèse et boucler le projet de recherche sans y être allé sur place? Je pense que oui, mais ça vient avec des questions importantes par rapport à ça. Je m'arrête ici. Merci et désolé. Non, pas de problème, merci beaucoup. C'est très intéressant. Je retiens vraiment l'idée du tracé de l'organisation. Je trouve que c'est une idée brillante. Mais écoute, de toute façon, on va laisser du temps pour les questions. En fait, là, il y a une dernière. Donc, on va peut-être revoir un peu parce qu'il est déjà 3h moins 10. Moi, je vais juste faire une petite conclusion, puis vous proposer peut-être de revoir notre deuxième partie. Bon, j'imagine que c'est assez dense qu'on vous a présenté cet après-midi. Il y a beaucoup de choses. Mais l'exemple concret de Simon, me semble, vient faire écho à plusieurs choses théoriques puis pratiques qu'on s'est dit, parce qu'on voit bien les différents enjeux. Puis malgré les enjeux, il y a des impondérables, puis il y a des choses qui restent, que ce soit à distance ou que ce soit pas à distance, les notes, la rigueur en fait de la méthode, la rigueur de nos propres pratiques. Donc, en fait, ce qu'on peut retenir un peu de tout ça, c'est que l'ethnographie organisationnelle, c'est vraiment une multitude de pratiques et d'outils qui doivent aussi refléter la complexité du monde contemporain, de l'organisation. Puis je trouve que cette idée de tracer est intéressante parce que justement, ça peut être une manière aussi de refléter toute cette complexité et une base en fait de réflexion. L'idée aussi de l'ethnographie organisationnelle, on le voit bien à travers ses origines, c'est vraiment, ça a éclaté aussi la définition de l'organisation qui n'est plus simplement juste un milieu de travail, mais qui peut être une multitude de choses, jusqu'à des objets, puis un chat. Donc voilà, l'organisation est dématérialisée, puis j'allais dire déshumanisée, mais je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme. Mais malgré tout, c'est quand même une méthode de recherche qui nécessite vraiment une certaine rigueur, qui est très chronophage aussi, puis qui peut donner pas mal de maux de tête, puis d'anxiété, parce que par rapport à sa propre posture et des multitudes de choses à faire. Et surtout, et en tout cas ça c'est de mon expérience personnelle, qui peut nous sortir de nos zones de confort, mais qui nous fait aussi beaucoup grandir en fait. Moi, j'avais suivi le cours de Boris Broumans en ethnographie organisationnelle à l'UDM et j'ai jamais autant grandi que dans ce cours-là, dans le sens où l'ethnographie organisationnelle, c'est un travail de recherche qui nous engage tellement en tant qu'humains
qu'on grandit beaucoup parce qu'on est, on est amené à pas toujours être confortable dans certaines situations, à devoir s'imposer aussi dans le terrain de recherche. Et si on n'est pas une personne qui s'impose, ça peut être difficile. Bref, donc c'est aussi, et c'est là que la réflexivité est très importante. Il y a toujours un re-questionnement à la fois de l'objet qu'on étudie, mais de nous-mêmes, en fait, je trouve. Et donc, les mots-clés quand même, et si on peut vous faire partir avec quelque chose de plus concret, ou en tout cas des petits mots-clés comme ça, c'est de trouver aussi sa propre posture qui correspond à nos attentes, à nos envies, et à la relation établie avec le terrain. Donc, ne pas hésiter à hybrider les méthodes, à hybrider les outils, et à aller aussi dans le plus de créativité possible. Et de s'adapter aux situations vécues. Donc là, Simon, c'est un beau témoignage dans le sens où, bon, ne pas s'arrêter aux premiers obstacles, parce qu'il y en aura beaucoup, mais de dire, bon, on s'adapte. Donc, il y a toujours une autre façon. Du moment que c'est justifié, et encore une fois, du moment que c'est réfléchi, et du moment qu'on a une réflexivité par rapport à cette adaptation, ça sera toujours, il faut toujours s'attendre à ce qu'à un moment donné, par exemple, il y a un participant ou une participante qui ne veut plus qu'on fasse une étude là-dessus. Donc, comment on s'adapte, etc. Puis établir aussi ses propres réflexes pour ne rien perdre du ou des terrains. Et là aussi, encore une fois, il n'y a pas de recette magique, dans le sens où c'est aussi utiliser les choses qui, à nous correspondent, à notre façon de penser, à nos façons d'observer, etc. Donc, ça, c'était un peu pour faire une synthèse de tout ce qu'on a dit. Donc là, je vais quand même laisser un temps, enfin, voilà, on aura sûrement, en fait, il est trop tard pour faire l'exercice, malheureusement, mais on va ouvrir la discussion. Donc, tout d'abord, prendre des questions, puis si vous voulez qu'on revienne sur certains points, on sera très ouverte à répondre à vos questions, puis à discuter. Donc, écoutez, le micro est à vous. Personne présente. Puis si jamais, sinon s'il n'y a pas de questions, on pourra faire l'exercice, mais on avait prévu un exercice d'observation d'une réunion, mais l'extrait est quand même assez long et je pense que ça serait trop bâclé en fait de faire ça. Donc, je propose plutôt qu'on passe à la période plus de questions, réflexions, discussions, si vous êtes toutes et tous d'accord.